Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les partisans du courant patriotique libre rassemblés sur la route du palais présidentiel de Baabda, un rassemblement à l'occasion de la commémoration du 13 octobre 1990. Le patriarche maronite Chara Rai appelle au respect du pacte national et de la Constitution afin d'élire un nouveau président. Et le pape François canonise 7 bienheureux, parmi lesquels, pour la première fois, un de ses compatriotes argentins, un Mexicain, un évêque espagnol et 2 religieux italiens. Les partisans du courant patriotique libre rassemblés sur la route du palais de Baabda, un rassemblement à l'occasion de la commémoration du 13 octobre 1990, date du coup de force syrien qui avait abouti à cette date au départ donc de Michel Aoun du palais de Baabda. Les manifestants s'attendaient à voir durant le meeting le chef du bloc du changement et de la réforme, Michel Aoun, mais vous le voyez, ce dernier s'est absenté de la commémoration pour des raisons de sécurité et s'est adressé à ses partisans par visioconférence. Selon le leader maronite, la constitution d'un pays et des institutions doit se faire à travers l'indépendance de la justice, le respect de la Constitution, du pacte national et des lois et par la participation égale de toutes les confessions. Je vous le disais en titre, le patriarche maronite Chara Rai a une nouvelle fois critiqué ce dimanche les partisans d'un accord global en vue de l'élection présidentielle. Lors de son homélie à Pkarki, le siège du patriarcat maronite, Rai a une nouvelle fois dénoncé le boycott par certains députés des séances parlementaires consacrées à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Il a notamment estimé que ces parlementaires manquaient à leur devoir constitutionnel. Le patriarche a appelé au respect du pacte national et de la Constitution afin d'élire un nouveau président et qui sera donc selon Rai et devra plutôt plancher sur la reconstruction de l'État et de ses institutions, mais aussi œuvrer à la réconciliation nationale. Dans le reste de l'actualité, Washington, Moscou et les principaux pays de la région réunis ce week-end à Lausanne, en Suisse, pour des pourparlers sur la Syrie, ont décidé de prolonger les contacts. Annonce du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Une première tentative pour renouer le dialogue entre les deux puissances depuis la suspension des pourparlers il y a quelques semaines. Les explications de David Gilbert. Ils sortent après 4 heures de discussion. Les visages sont détendus, mais comme prévu, rien de concret n'a émergé de cette réunion à Lausanne sur la crise syrienne. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, évoque de son côté la décision de prolonger les contacts. John Kerry, son homologue américain, parle lui de discussions vives mais sincères. Dans la journée, des manifestants ont réclamé le départ de Bachar al-Assad devant l'hôtel où avait lieu la réunion. Mais les chefs de diplomatie savaient bien, eux, que la question n'était pas à l'ordre du jour et que le simple fait d'être là était déjà une avancée. Kerry et Lavrov ne s'étaient pas revus depuis près d'1 mois, après la rupture par le régime syrien de la trêve, négociée justement par ces 2 hommes. Difficile alors de savoir ce qui a été mis sur la table lors de ces retrouvailles. On évoque une éventuelle alliance élargie contre le groupe État islamique, l'arrêt des raids aériens russes, notamment à Alep, ou encore le retrait des milices iraniennes. Alep, justement, est toujours le principal point de crispation entre les différentes parties. Tenus par les rebelles, les quartiers est de la 2e ville de Syrie subissent depuis maintenant 3 semaines des bombardements ininterrompus des aviations du régime et de son allié russe. Les chancelleries occidentales espèrent faire dégager les routes vers les zones assiégées afin de reprendre l'aide humanitaire pour les 250 000 habitants de la zone concernée. Mais Bachar al-Assad a redit vendredi qu'il comptait nettoyer Alep de ceux qu'il appelle les terroristes. Cela ne pourrait être qu'une petite bataille perdue pour le groupe État islamique, mais c'est en fait un gros coup porté au moral de ses combattants et de ses chefs. Dabik, ville hautement symbolique pour les djihadistes, est tombée ce dimanche matin aux mains de la rébellion syrienne, fortement épaulée par l'armée turque dans cette conquête. La victoire a été claire, acquise après seulement 24 heures de combat. Soran, une petite ville voisine, a également été reconquise. Le groupe État islamique contrôlait toute la zone depuis environ 3 ans. Les rebelles procèdent désormais au déminage de cet ex-territoire islamique.
Un kamikaze s'est fait exploser ce dimanche à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie et ce alors que les forces de sécurité menaient une opération contre une cellule dormante du groupe État islamique. 3 policiers ont été tués et il y a au moins 8 blessés dont 4 sont syriens. Gaziantep se trouve à 40 km de la frontière turco-syrienne. De sources officielles toujours, les terroristes visés préparaient un attentat contre un centre culturel de la communauté Alevi, une branche de l'islam ciblée par l'EI en Syrie. Dans un tout autre registre, le pape François a canonisé ce dimanche 7 bienheureux, parmi lesquels, pour la première fois, un de ses compatriotes argentins, un Mexicain, un évêque espagnol et 2 religieux italiens. Mais parmi les nouveaux saints figurent également 2 Français. Seule femme canonisée, la Française Élisabeth de la Trinité, est une jeune carmélite contemplative née en 1880 et décédée à 26 ans de maladie. Seul laïc canonisé, le Mexicain José Luis Sánchez del Río, martyr de la persécution anti-catholique, tué cruellement à 14 ans dans la guerre sanglante des Cristeros, le soulèvement de paysans catholiques contre un nouveau gouvernement anticlérical à la fin des années 20 au Mexique. Quelques 80 000 fidèles ont assisté à cette célébration, place Saint-Pierre. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, Ban Ki-moon est déçu par la réponse de la communauté internationale devant la dévastation absolue causée par l'ouragan Matthew en Haïti. Le secrétaire général de l'ONU a effectué une courte visite où le bilan fait état de plus de 500 morts et le manque d'eau potable a provoqué une recrudescence du choléra. Pour l'heure, seuls 13% de la somme nécessaire pour l'aide d'urgence à Haïti a été collectée. Le récit d'Axel May. À bord d'un hélicoptère, le secrétaire général des Nations Unies a survolé une partie de la zone touchée par le cyclone. Ban Ki-moon s'est ensuite rendu dans un lycée du sud du pays, transformé depuis 10 jours en centre d'accueil pour les sinistrés. Nous allons mobiliser toutes les ressources pour vous aider. L'aide humanitaire tarde pourtant à arriver. Il y a une semaine, l'ONU a lancé un appel d'urgence de 120 millions de dollars, mais une quinzaine de millions seulement ont été collectés. Avant de repartir, Ban Ki-moon a dénoncé cette mobilisation insuffisante. J'ai vu de moi-même aujourd'hui en survolant les cailles des centaines et des centaines de maisons détruites. Et je suis déçu par la réponse de la communauté internationale. Face à la pénurie d'eau et de nourriture, des heurts éclatent. Au Caille, juste avant la venue de Ban Ki-moon, des camions de l'ONU ont été attaqués et les casques bleus ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule en colère. On attendait la nourriture quand on s'est pris des gaz. On n'a pas besoin de leur nourriture. Qu'ils se la gardent. Des habitants qui doivent aussi faire face à une recrudescence du choléra. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'envoi d'1 million de doses de vaccins. Des toits arrachés, des glissements de terrain, des inondations. Aux Philippines, plus de 12 000 personnes ont été évacuées à l'approche du typhon Sarika qui s'est abattu ce dimanche sur Luzon, la principale île des Philippines. Les vents violents et les fortes pluies ont entraîné des coupures d'électricité. Plusieurs lignes téléphoniques ont été coupées. L'archipel connaît en moyenne une vingtaine de tempêtes majeures chaque année, la plupart très meurtrières. Et au Vietnam, au moins 11 personnes ont péri et plusieurs autres en sont toujours portées disparues dans les importantes inondations qui ont touché le centre du pays. Des dizaines de milliers de foyers ont été complètement inondés. Le gouvernement a donné l'ordre aux autorités locales de mobiliser l'armée et la police afin de porter secours aux habitants piégés chez eux. Bien que les pluies doivent se calmer, les autorités ont averti que la région pourrait être à nouveau frappée si le typhon Sarika, qui sévit en mer de Chine méridionale, devait atteindre le Vietnam. Direction les États-Unis, voyant son parti l'abandonner, sa popularité diminuer dans les sondages, les attaques se multiplier dans la presse après les révélations sur son comportement avec les femmes.
Donald Trump tire désormais sur tout ce qui bouge. Dans son viseur, celles qu'il accuse d'avoir eu des gestes inappropriés à leur égard et les médias qui diffusent leurs allégations. Mais il y a surtout Hillary Clinton. Le milliardaire a dit vouloir soumettre sa rivale, attention, à un test antidopage avant le débat de Las Vegas mercredi. Les explications de Serine Bay. Un candidat qui essaie tant bien que mal de rebondir alors que les sondages ne jouent pas en sa faveur. Depuis qu'un enregistrement où Donald Trump tenait des propos obscènes a été dévoilé, plusieurs femmes l'accusent d'agression sexuelle. Selon lui, ces accusatrices essaient simplement de saboter sa campagne. Cette élection est truquée par des médias corrompus qui lancent de fausses accusations et mentent en permanence afin que leur candidate soit élue. Hillary Clinton prend de plus en plus d'avance dans les sondages. À seulement 3 semaines des élections et avant un dernier débat ce mercredi, Donald Trump suggère que les 2 candidats passent un test de contrôle antidopage. Nous devrions passer un test antidopage. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Mais au début du dernier débat, elle était gonflée à bloc. Et à la fin, c'est comme si elle allait s'évanouir. Elle pouvait à peine retourner à sa voiture. Le colistier d'Hillary Clinton, Tim Kaine, a vivement attaqué le candidat républicain. C'est la faute des médias, c'est la faute du Parti républicain, c'est la faute de tout le monde avec lui. Et là, ce sont les élections qui seraient truquées. Alors qu'il pense qu'il va perdre, il répète à qui veut l'entendre « Oh, tout est truqué, tout le monde est contre moi. Cet homme n'est qu'une brute. » Hillary Clinton a quant à elle annoncé qu'elle ne répondrait pas aux accusations de Donald Trump. Des élections législatives se tiennent ce dimanche au Monténégro. Le choix des électeurs de ce petit pays de 600 000 habitants sur les bords de l'Adriatique se trouve entre l'opposition pro-russe et le parti du pouvoir pro-occidental. Le camp du Premier ministre sortant Milo Djanoukhovitch accuse l'opposition europhobe du Front démocratique d'être à la solde de Moscou. L'année dernière, plusieurs manifestations, parfois violentes, ont exprimé le rejet des choix pro-occidentaux adoptés par le gouvernement sortant. Allez, on s'envole un peu dans l'univers. L'Europe va-t-elle réussir à poser un engin sur Mars? Réponse dans 3 jours, si tout va bien. Jusqu'ici, seuls les Américains avaient réussi cet exploit. Première étape, en tout cas aujourd'hui. Après 7 mois de voyage, l'atterrisseur baptisé Scarperi doit donc entamer sa descente vers la planète rouge. Cécile Galluccio. Elle arrive enfin aux abords de la planète rouge. 7 mois en orbite et 500 millions de kilomètres dans l'espace plus tard, la sonde est au bout de son voyage. Un voyage périlleux qui commence à peine. Dans un premier temps, l'atterrisseur Scarapelli doit se détacher de l'orbiteur TGO. La séparation ne doit pas se faire trop tôt pour soigner la précision de l'atterrissage. Pas trop tard non plus, pour nous laisser le temps de réorienter l'orbiteur et éviter qu'il ne tombe sur Mars. Une expulsion que les astronomes comparent à un accouchement au forceps. Ensuite, l'angoisse continue avec la descente vers Mars. Une descente de 6 minutes, un parachute puis 9 rétrofusées permettront de ralentir l'atterrisseur de 600 kg pour amortir l'impact. Pour la première fois, l'Agence spatiale européenne va utiliser une méthode appelée aérofreinage pour un vaisseau spatial en orbite autour de Mars. Ça va diminuer l'effet orbite en le laissant voler et en utilisant la densité atmosphérique pour le ralentir au lieu d'utiliser du carburant pour les moteurs. Si cette première étape réussit, l'Europe et la Russie auront prouvé qu'ils sont capables, tout comme les Américains, de faire atterrir un engin sur Mars. Mais la mission ne s'arrête pas là. La sonde va ensuite renifler et étudier les gaz, notamment le méthane. La suite, en 2020, un rover autonome de 310 kg devrait se poser sur la planète rouge et percer le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur pour prélever des échantillons. Il devrait permettre de savoir si des traces de vie existent sur Mars. Et revenons sur Terre où des combats à l'épée et des
litres d'hydromel. Quelques 1000 passionnés du Moyen-Âge se réunissent ce week-end dans le sud de l'Angleterre pour une reconstruction de la célèbre bataille d'Hastings de 1066, lors de laquelle le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, mena ses troupes à la victoire contre l'armée anglo-saxonne du roi Harold II pour s'emparer du trône d'Angleterre. Le récit d'Axel May. Ces passionnés de Moyen-Âge se sont transformés le temps d'un week-end en guerriers saxons. Ils viennent défier les Normands, là même où en 1066 se déroula la célèbre bataille d'Hastings. Pour beaucoup d'historiens, c'est lors de cette bataille qu'est né le sentiment national anglais. Il est très important de se rappeler du 950e anniversaire, car ça montre aux nouvelles générations d'où on vient, ce qu'on a fait et comment on est devenu une nation multiculturelle. C'est très important qu'on n'oublie pas notre passé. J'apprécie la camaraderie. J'aime cette idée de pouvoir m'échapper du XXIe siècle quelques jours. Ici, on fait vraiment une reconstitution fidèle, la plus authentique possible, le jour et la nuit. En octobre 1066, le roi Harold II voit débarquer les Normands emmenés par Guillaume le Conquérant. Donc nous, on est les Normands qui avons conquis l'Angleterre. On va se faire siffler. Donc, et du coup, on leur répond aussi. Il y a une petite guéguerre dans le village de Battle. Il y a des boutiques avec écrit « Les Normands, rentrez chez vous ». Donc, ils le mettent ça pour le week-end et c'est bon enfant. Les archers normands et la cavalerie de Guillaume le Conquérant auront raison de l'armée d'Harold II qui sera tuée sur le champ de bataille. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Le rappel des titres. Les partisans du courant patriotique libre rassemblés sur la route du palais de Maabda en rassemblement à l'occasion de la commémoration du 13 octobre 1990. Le patriarche maronite Bshara Rahi appelle au respect du pacte national et de la Constitution afin d'élire un nouveau président de la République. Et c'était ce matin place Saint-Pierre à Rome. Le pape François canonise 7 bienheureux, parmi lesquels pour la première fois un de ses compatriotes argentins, un Mexicain, un évêque espagnol et 2 religieux italiens. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 18h heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous.